Bonjour et bienvenue à votre émission Waktan sur Synapse TV. Aujourd'hui, nous allons parler de FinTech. Mais avant, recevons nos deux panélistes que sont Madame Soukeina Ndiaïba et Madame Youma Fall. Alors, mesdames, je vous laisse le soin de vous présenter. Madame Soukeina. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Soukeina Ndiaïba, je suis spécialiste en microfinance, fondatrice d'une institution qui s'appelle FDA Microfinance et qui a démarré ses activités en 1987 et qui s'est transformée au fur et à mesure, qui aujourd'hui travaille dans plusieurs régions du Sénégal. Voilà, j'ai été membre du gouvernement du président Wade de 2002 à 2005 et puis je suis aussi consultante internationale dans divers domaines du développement. Merci beaucoup, Madame Madame Fall. Je suis Youma Fall. Je me définis comme étant une entrepreneure sociale. Je suis actuellement cofondatrice et directrice exécutive de Paydunia, une FinTech basée en Afrique de l'Ouest francophone, notamment dont le siège se trouve au Sénégal, qu'on a lancé en 2015. Je suis vraiment intéressée par toutes les questions dans l'éducation, le droit des femmes et bien sûr l'inclusion financière de manière digitale. Alors, comme je l'annonçais tantôt, le sujet que nous réunit aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les opportunités de la FinTech pour l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, nous savons que la FinTech est un terme certes nouveau pour l'Afrique, mais également en plein essor dans ce continent. Alors, la FinTech, dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est, madame? Il faut savoir que dans le domaine dans lequel j'interviens, c'est-à-dire la microfinance, nous allons, contrairement aux banques, vers les clients. Et c'est effectivement très coûteux et tout le monde, vous l'entendez certainement très souvent. Les gens parlaient de cherté de la microfinance, mais c'est la grande différence avec la banque. Quand vous et moi, nous avons besoin de faire une transaction bancaire, nous nous déplaçons vers la banque déjà, alors que dans ce cas-là, c'est l'institution qui se déplace vers la personne où qu'elle puisse être. Donc, ça nous amène à créer des bureaux un peu partout, ce qui est assez coûteux. Ça nous crée également des problèmes en termes même de contrôle et de gestion pour éviter des malversations qu'on a connues jusqu'à présent. Aujourd'hui aussi, donc ça c'est vraiment intégrer la FinTech dans la gestion au quotidien de l'institution. Et nous avons été à la base de la création d'un premier système d'information et de gestion. Nous sommes en train de passer à une nouvelle phase également à la lumière de l'expérience, disons. Il se trouve aujourd'hui aussi que déjà par rapport à des questions comme la pandémie du coronavirus, nous avons été confrontés aussi à des problèmes qui nous ont amenés à réfléchir à comment créer des partenariats avec justement la FinTech pour pouvoir accéder à nos clients, les financer, recevoir l'argent avec moins de contraintes. Merci beaucoup, Madame Ba. Et vous, Madame Fall, qu'avez-vous à dire par rapport à cette notion de FinTech? Je vais essayer d'expliquer la FinTech de la manière la plus simple et la plus basique que j'ai compris. Actuellement, nous avons beaucoup de systèmes financiers, bancaires, notamment des systèmes financiers, des services financiers, excusez-moi, de première génération, comme les paiements, les transferts, ou bien ceux de deuxième génération, comme tout ce qui est épargne et crédit. Donc aujourd'hui, les FinTech, c'est tout simplement d'utiliser l'outil technologique, c'est-à-dire que ce soit des ordinateurs, du mobile money, de l'USSD, pour pouvoir offrir ces services financiers. Donc, pour moi, FinTech, c'est tout simplement de la finance avec du digital. C'est-à-dire qu'on va utiliser la puissance du digital pour permettre, faciliter l'accès, faciliter l'inclusion, faciliter l'utilisation aujourd'hui des services financiers. D'accord, merci beaucoup. Alors, dites-nous, la FinTech, qu'est-ce que cela représente pour l'Afrique? Restons avec Madame Fall. Donc, d'après moi, c'est d'abord une niche d'opportunité parce que, pour dire la vérité, on est vraiment en retard sur beaucoup de choses. Je vais prendre notre cas parce que je vais plutôt parler de vécu. Donc, en 2013, lorsqu'on a eu lancé Paydunia, à l'époque, on s'était rendu compte qu'on travaillait avec un GIE de femmes qui voulait faire de la transformation de produits locaux. Donc, elles avaient un problème de réseau de distribution. Donc, on s'est dit, mais on va leur créer un site web. Ça va leur donner plus de visibilité, ça va leur permettre de trouver des clients dans la diaspora qui ont besoin de ces produits
locaux comme le Hara ou le Mille transformé en tout cas. Donc, on leur crée un site web et là, on n'arrive pas à payer l'hébergement. Pourquoi? Nous n'avons pas de carte bancaire. Ça, c'est à peu près 84% des Sénégalais. Il n'y a que 16% des Sénégalais à l'époque, après, je n'ai pas vu les rapports les plus récents, qui détiennent une carte bancaire. Et ces cartes bancaires ne sont pas nécessairement des cartes bancaires de débit, c'est des cartes qui ne peuvent pas payer en ligne. Donc, on avait un problème de on ne peut pas payer en ligne, donc on ne peut pas le régler. Ensuite, ces mêmes femmes, on a trouvé un hébergeur qui permettait de pouvoir faire ce paiement avec la carte bancaire directement. On a pu trouver un hébergeur qui nous a permis de payer avec un système de transfert d'argent. Donc là, je parle notamment de Western Union et d'autres. Donc, lorsque c'est arrivé, on a essayé d'intégrer un système de paiement sur le site. Et là, encore un autre problème. Le leader mondial du paiement à l'époque, à savoir PayPal, ne travaille pas dans la zone africaine, pas en Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise avec un RCCM et un sénégalais, vous n'allez pas avoir un système PayPal. Donc, on s'est juste rendu compte qu'il y avait un problème, on n'avait pas de solution adaptée à nos réalités, de services financiers adaptés à nos réalités. On avait les moyens, par exemple, de pouvoir payer sur des jeux à 500 francs, mais on ne pouvait pas parce que tout simplement, nous n'étions pas tous bancarisés et nous n'avions pas cet outil pour le faire. Donc, pour moi, FinTech, c'est d'abord un vecteur d'opportunité dans le sens où on va permettre de créer des solutions adaptées aux populations africaines, des solutions qui vont permettre aujourd'hui aux populations africaines de pouvoir tout simplement jouir des services financiers et de ne plus être exclus des services financiers classiques. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fall. Alors, Madame Ba, vous qui êtes une spécialiste de la microfinance, qu'avez-vous à dire par rapport à l'intervention de Madame Fall? Je pense qu'elle vient de dire quelque chose de très important pour nous, c'est savoir adapter le produit aux populations et à leur réalité. Ça, c'est fondamental. Pour nous, nous avons affaire la plupart du temps à des personnes qui n'ont pas été à l'école et donc le risque est important de perte de l'information ou de faire utiliser des informations qui doivent être secrètes par d'autres. Et je me souviens que quand nous négocions avec des partenaires pour mettre en place des systèmes, pour nous, moi j'ai toujours insisté qu'il y ait le principe du fingerprinting, c'est-à-dire que ça c'est personnel et individuel et la personne absolument est sécurisée par rapport à ça. Sinon la tentation c'est de dire à son fils, à son mari, à son neveu, je ne sais pas qui dans la famille, de faire les transactions pour elle et souvent ça se termine par des malversations et des problèmes. Donc, c'est fondamentalement important de s'adapter à l'environnement. D'autre part aussi, les activités ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on puisse s'adapter à ces activités-là également. Donc, je pense que ça, c'est fondamental. Maintenant, nous, n'étant pas spécialistes de ces questions techniques, nous disons ce que nous voulons. Et c'est les techniciens qui s'adaptent en général à notre demande et essayer de nous proposer quelque chose. À l'heure actuelle, nous avons des partenariats avec certains qui nous permettent de faire des transactions parce que nous avons besoin aussi d'une information sécurisée, d'une information en temps réel parce que nous rendons compte, nous aussi, aux autorités de tutelle qui gèrent ces programmes de microfinance, à savoir la Banque centrale et en partenariat avec le ministère des Finances. Donc nous avons des reportings permanents et nous avons besoin que nos systèmes soient isolés par rapport à des transactions habituelles. Si des gens nous payent par transfert d'argent, par exemple, nous négocions avec nos partenaires que nos opérations soient des opérations isolées pour qu'on puisse avoir l'information. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, selon vos propos, aujourd'hui, la FinTech a un poids à jouer dans l'économie africaine et dans le développement également de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, Madame Fall, quelles sont les solutions de la FinTech pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique? La question est assez large parce que, étant donné que je suis entrepreneur, je vais beaucoup plus répondre d'une autre manière, pas spécifiquement à FinTech. C'est que pour moi, lorsqu'on entreprend, c'est qu'on répond à un besoin. Et donc, le besoin, aujourd'hui, il est clair, il est identifié. C'est que les populations, comme elle l'a dit, c'est des personnes qui ne sont pas alphabétisées. C'est des personnes qui n'ont pas de financial literacy, par exemple. Elles ne peuvent pas, quand elles gèrent leur business, savoir que ça, c'est des entrants, ça, c'est des sorties, c'est ça qui est mon bénéfice. Donc, c'est des personnes
ils ne sont pas inclus dans le système financier tel que nous le connaissons. Et ce besoin-là, c'est comment est-ce que nous allons tout simplement accompagner ces personnes à pouvoir être inclus, à pouvoir être dans le système financier, à pouvoir jouir des services financiers, à savoir, comme elle l'a fait savoir, des paiements, des transferts, de l'épargne, du crédit. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans les services financiers, mais je pense que ça, c'est les plus basiques. Donc, concrètement, pour moi, en matière d'entrepreneuriat, chacun de ces points peut être adressé de manière spécifique. On peut très bien aujourd'hui se lever et créer une microfinance digitale qui va permettre aujourd'hui de faire de l'épargne et du crédit. Je vais prendre pour exemple aujourd'hui, bon, je n'aime pas faire aussi de la publicité parce que je dois citer des marques, mais je pense que c'est important de le faire des fois. Donc, on a Orange Finance Mobile qui a lancé en Côte d'Ivoire une néobanque, donc c'est-à-dire une banque complètement digitale. Et donc, depuis votre portable, vous allez pouvoir avoir des crédits. Vous allez avoir de l'argent qu'ils vont vous prêter, vous le retirez dans un compte et après, vous allez faire le remboursement via ce même canal. Donc, pour moi, aujourd'hui, les fintechs, c'est juste un outil qu'on va utiliser pour beaucoup mieux faciliter les choses à faire. Et quand on parle aujourd'hui de fintech, je pense euh, Madame l'a vraiment souligné, c'est qu'il faut des outils quand même instantanés, des outils sécurisés. Et dans ce cas-là, encore, c'est beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire il y a tellement de choses à faire en Afrique. Presque rien n'est fait. Des choses qui doivent être adaptées à nos réalités, qu'on peut se lever pour se dire, aujourd'hui, je vais lancer une fintech qui va accompagner les microfinances dans la sécurisation de leurs transactions. C'est juste un exemple. Ou bien je vais en lancer, comme je l'ai dit, une microfinance digitale, ou bien je peux lancer un système de tontine. On l'a déjà vu, je pense, avec e-tontine. Donc, il y a une infinité de choses à faire tant qu'il s'agit de services financiers via le canal digital, via, bien sûr, les outils technologiques. Et en parlant de maintenant d'entrepreneuriat pur, désolé, ce sera beaucoup plus que pour moi, quand j'essaie de répondre dans la globalité, comme je le disais, il faut que les entrepreneurs répondent à des besoins. Donc, une fois que le besoin est identifié, à partir de là, il faut qu'ils aient un plan précis, qu'ils puissent partir sur une méthodologie disciplinée et ne pas juste se limiter aux idées, mais passer à l'action. Et à partir de là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui sont expérimentées, par s'il le faut, des banquiers, des agents de microfinance, pour pouvoir être sûr que vous mettez en place les bons process et bien sûr respecter la réglementation, comme l'a fait savoir Madame. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fall. Et vous, Madame Ba, qu'est-ce que vous en pensez? L'entrepreneuriat, oui, je pense que la FinTech aujourd'hui est devenue non seulement indispensable, mais nécessaire pour nous faire gagner du temps. Vous savez, l'Afrique a eu du retard dans certains domaines, mais aujourd'hui, on peut dire quasiment qu'on est quand même en avance. Moi, je suis très fière de voir un peu comment ces questions de FinTech sont maîtrisées en Afrique, beaucoup plus que dans d'autres pays, et facilitées également. Mais je pense qu'on n'en profite pas suffisamment parce que les différents acteurs ne se connaissent pas trop. Et donc ça, c'est fondamental. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur cette question-là, parce que, disons, les entrepreneurs de façon générale, hein, les entrepreneurs dont on parle, ne voient la FinTech que de loin. Ils ne voient de la FinTech que les transferts d'argent, par exemple. Ils ne voient pas l'accompagnement, ils ne voient pas la création d'espaces qui leur permettraient de faciliter leur travail et de communiquer ensemble aussi. Donc je pense que ça, c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on travaille et peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faut qu'on s'assoie pour échanger, voir les partenariats potentiels pour qu'on puisse en bénéficier. Parce que sinon, la tendance est d'aller vers d'autres, en dehors du continent africain, pour demander de l'aide qui existe déjà chez nous. Mais les gens ne se connaissent pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je crois, sur lequel il faut que nous travaillions ensemble, parce que nous avons besoin les uns des autres. Alors, vous avez abordé un point très important, le fait de se connaître les uns les autres. Alors, Madame Fall, comment les acteurs de la FinTech doivent faire pour se rencontrer, trouver des solutions adéquates pour le continent africain? Je pense que c'est une très, très bonne question. Moi, je vais beaucoup plus parler de notre cas encore. Donc, pour ce qui est des paiements, parce que nous, on est vraiment très spécifique sur les paiements pour les entreprises. Donc, on connaît tous les autres acteurs qui font la même chose, par exemple au Sénégal et dans nos pays de présence. Donc,
on a leur contact, on discute, on échange. Mais si c'est vraiment le comment est-ce qu'on doit faire, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale a mené des enquêtes et des études et a répertorié les fintechs qui sont basés dans la zone. Donc, je parle de la Banque centrale, bien sûr, pour la BCEAO, pour notre zone d'Afrique de l'Ouest, le CFA. Donc, ils ont déjà répertorié ces fintechs et ils font très souvent des colloques et des rencontres où on peut tous s'échanger nos numéros et se connaître. Après, on se connaît, hein, on se connaît parce qu'on a à peu près les mêmes clients, on a les mêmes cibles, on offre très souvent des services similaires avec quelques petites différences de configuration, si je vais expliquer ça, et d'options. Mais comment est-ce qu'on peut réellement se connaître? C'est que si on se lève et qu'on fait comme ce que nous avons fait en tant que start-up, c'est-à-dire on crée une association de start-up. Donc, nous, dans le cas des fintechs, on n'a pas une association dédiée pour les fintechs, mais on a des associations pour les entreprises qui sont dans la technologie, notamment l'optique dont nous faisons partie, et la majorité des fintechs aussi. On a Sen Startup, qui est aussi une association pour toutes les startups sénégalaises. Donc, il y a déjà des outils qui sont là. Au lieu de recréer là, moi, je suggérerais tout simplement d'essayer de faire un recensement, d'essayer de tout simplement aussi identifier chacun d'entre nous et pourquoi pas envoyer des invitations, faire des meetings physiques, créer des événements, des colloques où on va se rencontrer, faire des forums de la fintech, pourquoi pas. Et ça nous permettra une meilleure connaissance. Mais pour le cas du Sénégal, le marché n'est pas très grand. Je dirais qu'on se connaît tous. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fall. Et Madame Soukaina, vous en pensez quoi? Vous vous connaissez tous? Vous connaissez Oui, les acteurs? elle vient de le dire, hein, ils se connaissent bien entre eux. Mais est-ce que nous qui sommes de l'autre côté, on les connaît suffisamment bien? C'est ça le problème, pour faire appel à leur service. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il offre, etc. Donc, et c'est un secteur qui est très large. Je sais que certains parmi nous connaissent et ont des partenaires, mais je pense que la connaissance doit être beaucoup plus élargie. Maintenant, peut-être à travers ce qu'elle dit, sous forme des forums où ils invitent des gens qui ne sont pas vraiment des gens de la FinTech, par exemple. D'autres institutions qui sont plus ou moins profanes en la matière, entre guillemets, et qui vont exprimer les besoins. Parce que nous, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons été à l'origine de la création, je pense, à ma connaissance, du premier système de gestion de nos systèmes qui soit sénégalais. Donc peut-être parmi les premiers en Afrique, parce qu'à l'époque, les gens, c'est ce que je dis, c'est il y a peut-être 25 ans, mais à l'époque, on avait tendance à acheter des logiciels qui nous venaient d'ailleurs, et moi j'avais dit d'abord, on n'avait pas l'argent, mais en même temps, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Et donc, on a dit, il faut que le technicien s'adapte à nos besoins. Et nous, nos besoins, on s'adapte par rapport aux besoins de nos clients. On les observe sur le terrain, on voit les problèmes, et on essaie de dire, voilà, c'est ce problème que nous avons envie de corriger, et on s'est adapté, et je pense que c'est ça qu'il faut en fin de compte. D'accord. C'est bon pour vous, Madame Fall? Oui, je pense que peut-être c'est moi qui n'avais malheureusement pas bien compris la question parce que c'était comment est-ce qu'on fait pour se connaître entre nous. Mais effectivement, pour se faire connaître des autres secteurs, tout ça, c'est vraiment de la communication et du marketing. Je pense dernièrement, il y a nous et certains de nos concurrents aussi ont pris le temps de faire des affiches, de la radio et de la télé. Mais expliquer le message est vraiment très compliqué. Donc, on va faire plus de travail pour pouvoir effectivement diffuser le message, Inch'Allah. Alors, on va parler un peu des difficultés de la FinTech. Madame Fan, quelles sont les difficultés que rencontre la FinTech face au système de financement traditionnel? Moi, je n'aime pas en fait les notions de dualité où on dit lui il a ci, moi j'ai pas ça. C'est beaucoup plus dans un sens pour moi où les fintechs doivent pouvoir travailler avec les systèmes financiers, on va dire classiques. Je vous donne un exemple. Donc, nous, on travaille avec des banques, on travaille avec des microfinances, on travaille avec des banques, tout simplement, par exemple, vous voyez, il y a des systèmes qui permettent de faire ce qu'on appelle du bank to wallet. C'est-à-dire quelqu'un a, je vais citer 3 marques pour éviter les publicités, donc du Orange Money, Wave ou Free. Et après, il veut transférer l'argent sur son compte bancaire. Donc, l'argent qui est en wallet vers un compte bancaire. Donc, des fintechs vont s'interposer entre la banque
et les opérateurs de mobile money pour pouvoir faciliter aujourd'hui ce transfert d'informations sécurisées, entre guillemets, parce que ce n'est pas une monnaie fiduciaire. Donc, pour moi, il y a toujours, on va dire, des moyens de collaborer. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a des difficultés très spécifiques au fintech, parce que même du point de vue du régulateur, aujourd'hui, les banques ont leur propre licence. Les émetteurs de monnaie électronique ont leur agrément. Les SFD, systèmes financiers décentralisés, ont leur agrément, pas les fintech. Pas les fintech. Et pour moi, ça, c'est une difficulté majeure dans le sens où euh, le fait de ne pas avoir de licence qui soit bien régulée par la Banque centrale, ça ne facilite pas la confiance avec les clients. Or, vous comme moi savons que déjà, nous avons un problème avec l'argent. Même les banques ont un problème de confiance. Donc, imaginez une entreprise qui vient, même si elle fait de la publicité et tout, pour lui dire, je vais vous confier mon argent. C'est difficile. Donc, il faudrait peut-être, sur les difficultés que nous rencontrons, que le régulateur puisse mettre en place des licences. Et aujourd'hui, quand je dis licence agrément, ça s'accompagne d'audits, ça s'accompagne de normes, ça s'accompagne de vérifications très récurrentes de est-ce que vous respectez les normes, est-ce que la sécurité des consommateurs, des utilisateurs est respectée. Et donc, pour moi, les difficultés réelles, c'est d'abord comment est-ce qu'on pousse les populations à adopter nos services. Et ça, même les banques rencontrent ça comme difficulté dans le sens où, comme je le disais, le taux de bancarisation de 16%, c'est vraiment très minime. Donc, pour pouvoir pousser ces populations à nous utiliser, pour pouvoir créer cette confiance-là, c'est d'abord un travail de tout le temps et ce n'est pas quelque chose de très spécifique à je suis une fintech, c'est d'abord un travail que nous devons tous faire pour permettre aux populations de jouir des services financiers. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, Madame Ba, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce ralentissement dans l'octroi de la licence pour les fintech? Vous savez, nous, quand nous avons commencé ce travail, il n'y avait pas de législation du tout au Sénégal. Je me souviens, quand je suis arrivée au ministère de l'Intérieur pour demander quel serait, disons, du point de vue réglementaire, ce qui était le plus adapté, ils m'ont dit il n'y a rien. Donc, peut-être que par rapport à ce que j'avais expliqué, à savoir l'impact social sur les femmes, en particulier parce que c'était la cible que nous visions, ils m'ont dit peut-être que la forme associative devait être la meilleure, en attendant d'avoir une loi adaptée à ça. Donc, nous avions adopté ce système, mais nous étions des Africaines qui pensions, parce que c'est un peu aussi la différence. Nous, notre époque, quand on démarrait ce genre d'activité, c'était une bataille pour l'Afrique. C'était une bataille pour nous autonomiser, c'était une bataille pour autonomiser les femmes, les accompagner avec des moyens et nous autonomiser aussi en tant qu'institution, parce que nous étions à une phase où les bailleurs de fonds ou les partenaires potentiels vous aidaient pour 1 an, 2 ans, après ils s'en allaient et vous recommenciez, etc. Donc c'était pour régler un peu ce genre de problème. Aujourd'hui, donc je peux dire que nous avons quand même eu une certaine influence sur la création de l'agrément pour les institutions, parce que petit à petit, en développant ces systèmes, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de malversations. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisaient dans le métier et les frais étaient payés par ces gens-là qui étaient entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait. On a vu tellement de choses, il y a de quoi écrire un livre là-dessus. Et donc, la législation a démarré en ce moment-là. Mais aujourd'hui, peut-être que aussi, il va falloir... Bon, il y en a eu beaucoup, parce que je me souviens, cet agrément était accordé même aux femmes, au groupement de femmes. Et ça, j'avais dit, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'un groupement de femmes qui est habitué à faire ses tontines, qui n'a pas été à l'école, comment on va lui demander d'avoir des audits, des contrôles qu'ils peuvent maîtriser? C'est impossible. Et ça va faire désordre. Donc, chacun son métier. Donc, finalement, bon, ça a été quand même créé, c'est ce qu'on a appelé les GIEC à l'époque, mais petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème et ça a été ramené à un niveau un peu plus restrictif. Aujourd'hui, la Banque centrale, comme le gouvernement, a estimé que peut-être il y a suffisamment d'institutions qui sont dans le secteur et que pour le moment, je sais qu'ils ont un peu arrêté ces affaires d'agrément, même pour les SFD. Mais en même temps, il y a aussi que les banques se sont lancées dans la microfinance, ce qui n'était pas leur métier à l'origine. Ensuite, il y a aussi d'autres institutions étrangères qui sont venues. Donc, il y a une grande compétition, une grande concurrence
qui fait que les populations sont un peu désorientées aussi quelque part. Parce qu'ils empruntent à gauche, à droite, ils n'arrivent pas à payer, il y a un surendettement et on se rend compte que l'impact réel sur leur activité n'est pas aussi visible qu'on voudrait bien le dire. Donc il y a quand même pas mal de problèmes. Donc je pense que si aujourd'hui il y a d'autres acteurs qui veulent rentrer, nous avons tous intérêt à nous mettre ensemble pour discuter, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut se compléter pour faire ce travail-là. Mais également aussi, je voudrais appeler les jeunes africains à penser davantage l'Afrique, le développement des économies africaines. Parce que dans cela, moi je constate, je vous ai dit, je suis dans le secteur depuis 1987, que les institutions africaines sont en train d'être reléguées à la seconde place parce qu'elles n'ont pas les moyens de se battre sur ce terrain-là, les moyens technologiques, les moyens humains, les moyens, tout ce que vous voulez. Et donc, finalement, bon, on va se retrouver en train de travailler pour les autres comme d'habitude. Et l'impact sera visible sur les populations et sur même notre croissance économique. Parce que quand on parle de croissance économique, qu'est-ce qu'il est défini? Et cette croissance économique, est-ce que nous en profitons ou non? Voilà. Effectivement. Alors, Madame Fall, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Madame Ba? Donc, j'ai retenu plusieurs points et je pense qu'effectivement, les époques sont peut-être différentes, mais on rencontre très souvent les mêmes problèmes, comme la concurrence et la compétition avec les acteurs classiques. C'est quelque chose qui ne va pas partir parce que c'est des entreprises, ils ont pour vocation de grandir et de grossir. Ils vont voir qu'il y a de nouveaux potentiels dans le marché et ils vont se dire pourquoi ne pas lancer ces types de services. Effectivement, les banques se sont lancées à la microfinance. Les banques se sont lancées au wallet. Ils ont maintenant des monnaies électroniques. Ils ont leur propre application sur les portables. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Et je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il faudrait aujourd'hui que le régulateur et les ministères, parce que comme elle a fait remarquer, ils ont arrêté les agréments, même s'ils ont arrêté les agréments, qu'ils regardent déjà ce qui existe. Est-ce que tout simplement, ils sont quand même en train de couvrir tous les besoins du marché? Parce qu'on ne peut pas arrêter de donner des licences alors qu'il y a encore des besoins dans le marché. Ensuite, ce que je trouve aussi dommageable, c'est que même s'il y a des systèmes qui sont régulés, qui peuvent garantir la sécurité, qui peuvent garantir un certain label, une certaine notoriété, il faut toujours tout le temps prouver qu'en tant qu'Africain, et elle l'a dit, on peut faire mieux aussi bien que des solutions qui sont importantes. Et ça n'a pas changé. 25 ans plus tard, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres, on sort toutes les normes de sécurité auxquelles on est assujetti. On sort tout. On nous dit, vous êtes une entreprise sénégalaise, oui. Vous avez été créé au Sénégal, oui. Vous êtes là depuis, oui. Donc, c'est des choses qui ne vont pas changer du tic au tac. Mais je pense qu'il y a eu de légères évolutions. Mais si aujourd'hui, on avait des politiques beaucoup plus nationalistes, je ne vais pas dire ça comme ça, mais voilà, des politiques qui vont un peu plus protéger l'Afrique, c'est-à-dire la Banque centrale, si je prends par exemple, ils ont lancé le régime UEMOA, qui était là pour protéger les banques des banques externes. Donc, ils ont fait l'interopérabilité bancaire ici et ils ont obligé toutes les banques à le faire. Donc, il faut que l'État, le ministère, la Banque centrale se disent, aujourd'hui, avant d'ouvrir un marché, on va dire, à de grosses multinationales, qu'il faut d'abord vérifier qu'au Sénégal, une fois, deux fois, trois fois, personne ne peut vendre ce service, que personne ne peut répondre aux besoins de la population avant de tout simplement aller importer. Et ça va nous pousser d'une économie de consommation vers une économie de production. Et ça, c'est vraiment des politiques qui peuvent le faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'appel est lancé aux politiques. Alors, lors de votre intervention, vous avez dit que vous proposez pratiquement tous les mêmes services dans le milieu de la fintech, pratiquement, hein, à peu près. Est-ce que le fait de proposer les mêmes services ne crée pas plus de concurrence dans ce milieu? Alors, je l'ai dit, on propose à peu près les mêmes services avec mes concurrents directs. Donc, il y a tout type de fintech. Je pense tout à l'heure, j'ai un peu parlé des fintech. Je pense qu'il y avait e-tontine qui faisait une tontine digitale. Nous, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, il y a des fintech qui font l'agrégation des moyens de paiement, mais pour tout ce qui est distribution.
C'est-à-dire, ça permet à quelqu'un de lancer son multiservice et à partir du multiservice, vous avez le transfert, les paiements de factures, l'achat du crédit téléphonique. Nous aussi, on ne fait pas ça. Donc, il y a, comme je le disais, une similitude avec nos concurrents directs. Ça ne peut pas manquer. C'est comme aujourd'hui, vous allez comparer une banque commerciale avec une autre banque commerciale et vous offrir de base les mêmes services. Mais si vous venez comparer une banque commerciale avec une microfinance, même si la banque a un agrément global, ils ne vont pas nécessairement offrir les mêmes produits et services. Aujourd'hui, en banque, pour pouvoir jouir d'un crédit, il faut avoir un compte là-bas, avoir un scoring, une historique, avoir son salaire domicilié. Ce n'est pas tout le monde qui a un salaire. Alors que les microfinances, elles vont attaquer les populations les plus, je ne vais pas dire démunies, mais les populations qui n'ont pas nécessairement un bulletin de salaire à présenter chaque mois. Et elles vont faire ça avec des systèmes de garantie, de parrainage et ce genre de choses. Donc, il y a une différence fondamentale. C'est le même service qui est là, hein, c'est le crédit. Mais vous voyez que concrètement, quand on compare une banque et une microfinance, des fois, ce n'est même pas les mêmes montants. Parce qu'une banque va peut-être commencer dans certains C, alors qu'une microfinance peut descendre jusqu'à un prêt de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, un salarié, je l'imagine mal emprunter 100 000 francs. Donc, pour moi, effectivement, on offre à peu près les mêmes services. Après, il y a tout dans la manière à qui est-ce qu'on les offre. Donc, nos cibles vont être différentes, comme les banques et les microfinances, c'est-à-dire les salariés et les populations non salariés. Nous, ça va peut-être être, dans notre cas, on ne cible que les entreprises, il y en a qui sont mass market. Ça va être différent de comment est-ce qu'on les offre, les critères d'éligibilité. Donc, ça ne crée pas beaucoup plus de concurrence parce que le besoin, il est large, le marché, il est large et les populations qui sont basées en Afrique, au Sénégal, ont réellement besoin, travaillent pour leur offrir des services adaptés. Et je n'ai pas la prétention de dire que moi tout seul, je peux le faire. Je préfère que nous tous, nous travaillons ensemble. Chacun mange sa part du gâteau, plutôt que de me dire, moi, je vais essayer de tout engloutir toute seule. D'accord, merci beaucoup, Madame Fall. Alors, en Afrique, nous avons une population à majorité rurale. Dites-nous, comment comptez-vous sensibiliser et éduquer cette population à utiliser la FinTech ou à comprendre même le concept de la FinTech? Cette question, je ne m'y attendais pas, mais je vais vous dire, lorsqu'on a lancé, on voulait vraiment permettre une inclusion financière. Et ça, c'est comme le problème qu'on a eu avec les télécoms. On veut que tout le monde puisse avoir l'Internet, on veut que tout le monde puisse avoir un smartphone, mais il faudrait que les opérateurs aillent placer des antennes dans ces zones-là. Donc, nous, FinTech, dans le cas des agrégateurs, parce qu'il y a d'autres types de FinTech, il faudrait qu'on puisse avoir des relais, quelqu'un qui va faire à peu près le dernier mile. Et ça, des structures de transfert d'argent, des structures comme les opérateurs de mobile money, comme Wave, comme Orange Money, comme Free, doivent se déplacer dans ces zones rurales-là et permettre d'avoir des agents locaux. Parce que sans ça, le dernier kilomètre que nous devons faire pour aller vers ces populations et leur dire, avoir votre argent dans votre wallet, personne ne peut vous le voler parce qu'une fois que vous allez récupérer votre SIM, par exemple, votre argent sera toujours là. Vous avez votre propre code secret. Et à moins que quelqu'un ne vous vole votre portable, votre code secret et même le mot de passe du portable, personne ne peut prendre votre argent. C'est beaucoup plus sécuritaire que j'ai mis ça, il y a eu un incendie, il y a eu une inondation, il y a eu un vol et j'ai tout perdu. Donc, pour moi, aujourd'hui, comment inclure les populations rurales, c'est d'abord que les infrastructures puissent être présentes. Aujourd'hui, qui dit finance avec la technologie, dit nécessairement peut-être connexion Internet. Donc, il faudrait qu'il y ait la connexion dans les zones rurales pour nous aider, juste par exemple. Ensuite, pour pouvoir faciliter l'adaptation de ces populations, il faudrait qu'on puisse être accompagné. On le fait, hein. Certains d'entre nous qui font du B2C descendent sur le marché, font des séances, des workshops, où ils invitent les gens, ils leur présentent les produits, les services, ils leur disent voici comment ça marche. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure. Je n'ai pas appelé les politiques encore, mais c'est comme un programme d'éducation nationale. Une seule entreprise ne peut pas le faire. Et des fois, si on ne contraint pas aussi, entre guillemets, les populations, on ne va pas y arriver. Il faudrait que l'État, pour pouvoir faciliter aujourd'hui l'adoption des systèmes financiers, des services financiers, se dise, désormais, si vous voulez votre casier judiciaire, votre extrait de naissance, vous pouvez payer avec
un outil digital. Et ça pousse les gens à dire, mais il y a une utilité à ce que j'ai à l'instant T. On a commencé avec les factures, c'est un très bon point. On peut continuer sur beaucoup de points. Et en voyant l'utilité tous les jours des fintechs dans leur vie, les populations vont se dire, mais ça me facilite les choses. Je n'ai plus à me déplacer. Je n'ai plus à aller à tel point. Donc, il faut un accompagnement sur tous les points. Infrastructure, sensibilisation, communication. Et bien entendu, si c'est possible, même obliger les populations en leur proposant les services via ces canaux-là. Les obliger. Alors, Madame Ba, qu'avez-vous par rapport à dire par rapport à l'intervention de Madame Fall? Non, je disais, c'est toujours je reviens à ce que j'avais dit au début. Nous avons tous intérêt à échanger, à être ensemble. Par exemple, la question du milieu rural, je pense que les institutions de microfinance que nous sommes sont sur le terrain depuis de longues années et donc on a une certaine expérience de la relation avec ces personnes-là. Nous avons, je disais tout à l'heure, il y a de quoi écrire des livres sur tout ça. Parce que même du point de vue de la sécurité, c'est vrai qu'une fois que l'argent est dans le système, et l'argent est sécurisé, ça, il n'y a pas de doute dessus. Mais l'insécurité, c'est au préalable. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Une dame, c'est dans notre culture, dans notre environnement, c'est normal de dire à son fils, ben, va me déposer tel argent. C'est normal pour une femme de dire, ou une tata de dire à son neveu, voilà mon code, mets-moi mon argent là-dedans. Et c'est là que se trouve le problème. Nous avons, nous, eu à faire face à énormément de malversations, surtout en milieu rural. Par exemple, une personne qui vient rembourser, la notion du temps tel que l'Occident le voit n'est pas la même que chez nous. Par exemple, quelqu'un, on dit les bureaux ferment à 17h, pour lui, venir à 18h, c'est pas grave. Venir à 18h30, ce n'est pas grave. Il n'a même pas les moyens de locomotion lui permettant de venir à 17h pile. Donc, il va arriver à 17h pile, il va trouver le gardien. Pour lui, le gardien fait partie de l'institution. Il vient d'un village qui est à 10 km, il ne va pas revenir le lendemain pour ramener le même argent. Il va dire, j'étais venu pour rembourser. Voilà ce que je devais donner. Il va lui donner en toute honnêteté, en toute sincérité. Mais peut-être que la personne n'est pas la personne à qui il fallait donner. Il ne donne pas de reçu. Et l'institution ne se rend compte qu'au moment où on réalise que la personne n'a pas payé, qu'on l'interpelle. Il va dire non, je suis venu, j'ai donné à telle personne. Et bien voilà le type de problème qu'on rencontre. Et il y en a vraiment énormément. Donc je pense que la relation est nécessaire pour que les gens, les uns apprennent des autres et qu'on essaie de bâtir quelque chose qui soit solide pour notre continent. Effectivement, le travail ensemble. Alors, dites-nous, Madame Fall, quels sont aujourd'hui les défis que rencontre la FinTech, particulièrement pour le développement de l'Afrique? J'ai un peu brossé le sujet tout à l'heure en parlant du fait que l'adoption des populations, le manque de confiance des populations, ça c'est un énorme défi. Le manque d'agrément aujourd'hui aussi, c'est un énorme défi pour nous. Et je dirais que dans tout le secteur financier aussi, comme les fintechs de nos jours, c'est vraiment l'incompréhension. Tout ça tourne autour de tout simplement la méconnaissance et la méfiance. Je pense que c'est vraiment l'un de nos plus gros défis. Comment est-ce qu'on peut pousser les populations, les convaincre pour leur dire que cette solution-là va vous aider? L'un de nos plus gros freins a toujours aussi été les frais. Quelqu'un qui va, imaginons, à Sandaga, va se dire, moi, en récupérant le cash, je ne paye absolument rien. Alors, pourquoi je vais utiliser un wallet, un mobile money ou quelque chose comme ça pour récupérer de l'argent, sachant qu'ils vont me prendre des frais, soit de transfert, soit de retrait, soit d'autres types de frais. Donc, je pense aujourd'hui, les populations sont récalcitrantes parce qu'elles trouvent peut-être que ça leur coûte de l'argent, là où ça leur donne la sécurité. Et elles sont aussi méfiantes parce que le Sénégalais, il aime toucher les choses. Donc, il veut avoir son cash avec lui. Il veut qu'il soit à disposition. Donc, pour nous, c'est aussi un frein parce qu'ils vont se dire, mais c'est de l'argent, je le dépose quelque part, et je ne le vois pas. Comment est-ce que je fais? Comment je suis sûre que je peux l'utiliser quand j'en ai besoin? Donc, c'est vraiment la méfiance, d'abord des populations. D'accord. Alors, Madame Ba, dites-nous, la FinTech, elle crée des solutions pour résoudre des soucis en Afrique, à des populations bien spécifiques. Mais est-ce que ces solutions-là correspondent aux besoins de la population? Parce que, en fin de compte, si moi, une personne lambda, je vais
à la banque et que j'ai la possibilité de retirer de l'argent sur mon mobile money, que je n'utilise pas en fait mon mobile, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser. Est-ce que cette solution qui a été créée répond à mon besoin? Oui, je pense que ça répond tout à fait à un besoin parce que, en général, surtout pour le milieu rural, les gens sont isolés. Il n'y a pas beaucoup de banques. Les banques ont commencé il y a très peu de temps à aller même dans les régions. Souvent, les gens étaient, la banque la plus proche était entre 80 et 100 kilomètres. Donc déjà, ça faisait que les gens n'avaient pas tellement envie de s'intéresser à ces banques-là. Ensuite, les banques étaient gérées de sorte que si vous n'avez pas été à l'école, c'est inutile d'y aller, aussi bien pour emprunter que pour mettre votre argent, parce que la façon de faire ne correspondait pas du tout à la réalité. Donc pour moi, la FinTech est une solution qui leur permettra de se bancariser. Sauf que ce que disait Mme Fall est tout à fait vrai, la question de confiance. Elle est là parce que pour ces gens-là, le plus souvent, c'est quelque chose d'immatériel qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et donc, ça leur paraît un peu plus compliqué. Mais je pense que donc, il s'agit de les convaincre. Mais ceux qui sont convaincus utilisent ça parfaitement. Moi, je vois des tas de personnes avec qui on travaille qui préfèrent nous payer à travers le mobile banking, par exemple, parce que ça leur évite d'avoir à prendre le car pour venir jusqu'à nos bureaux, ça leur fait gagner du temps. Elles peuvent payer à des heures où elles sont dans le marché, ne pas être obligées de laisser leur activité pour aller payer, etc., parce qu'il y a toujours un service de proximité. Sauf que maintenant, comme elle disait aussi, il faut que ces services-là soient le plus proches possible. Il faut qu'il y ait des antennes et des antennes qui permettent une fonctionnalité en permanence, pas des coupures sans arrêt. Et donc ça peut poser des problèmes. Mais je pense que c'est tout à fait nécessaire et utile. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, qui peut créer une fintech? Est-ce que je peux me lever moi aujourd'hui, jeune entrepreneur, je dis ben, je mets en place une fintech. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour la création d'une fintech? Bon, je ne suis pas très bien placée pour répondre à ça, mais je pense que pour nous, par exemple, c'est avec nos partenaires qui ont déjà créé, qu'on s'adapte à leur système, ou alors nous-mêmes, nous faisons des demandes par rapport à nous, avoir notre propre carte de crédit pour échanger avec nos clients, par exemple, ou alors avoir un partenaire qui a un ensemble de services et qui permet à nos clients aussi d'avoir le choix, parce que là aussi c'est important. On ne peut pas obliger un client à aller vers celui-ci ou celui-là si ça ne correspond pas à ses besoins. Il se trouve aussi que parmi ces prestataires, certains sont à certains endroits, d'autres pas, ce qui fait que le choix est un peu limité. Donc on fait avec ce qu'on a dans son environnement. Mais je pense que c'est ça la réalité. D'accord. Et vous, Madame Fall, comment peut-on créer une fintech? Il n'y a pas nécessairement de licence ou de conditions spécifiques. Comme je le dis, une fintech, c'est d'abord utiliser les technologies sur la finance. Donc, peut-être sur certaines choses qui sont un peu plus sensibles, confidentielles ou nécessaires, vous allez avoir besoin de travailler avec une banque. Et sur d'autres, vous allez pouvoir lancer votre fintech. Il n'y a vraiment pas de frein pour le lancement. Il vous suffit peut-être tout simplement de pouvoir développer des solutions et de les mettre à disposition des institutions déjà existantes et de respecter les règles. Je pense que c'est d'abord ça. Il n'y a pas vraiment de frein pour créer une fintech. Après, c'est ce que je dis, il faut être au courant des règles, savoir qu'est-ce que la BCAO autorise et qu'est-ce qu'elle interdit, surtout dans notre zone, pour se dire, OK, voici les limites de ce que je peux créer. Mais normalement, il n'y a pas de frein à la création. Après, peut-être le frein sera à l'adoption, comme je l'ai dit. On peut se lever aujourd'hui et se dire, je vends de la glace au pôle-neige. Pour trouver un acheteur, ça va être très difficile. Tout le monde en a. Donc, on peut créer des solutions. Après, il faut l'adoption derrière, quoi, pour vraiment avoir une fintech qui puisse fonctionner. D'accord, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, les fintech au niveau du Sénégal et en Afrique particulièrement dépendent des grandes institutions financières de l'extérieur, comme la Banque mondiale, les institutions de l'Occident. Non, du tout. Du tout. Euh, j'ai parlé du cas très spécifique du Sénégal en disant la BCAO. La BCAO, c'est notre banque centrale. Donc, elle est garante de notre monnaie. C'est grâce à elle qu'il n'y a pas d'inflation. C'est elle qui vérifie que les banques respectent
les normes, c'est elles qui protègent le consommateur, c'est elles qui permettent l'activité financière dans notre zone. Donc, cette banque centrale-là, quand vous dites que vous êtes une fintech, que vous voulez aider à créer des services financiers, il faut regarder déjà qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce qu'elle ne permet pas. Par exemple, les banques ont un agrément global, elles peuvent tout faire. Une microfinance qui fait de l'épargne et du crédit, elle n'a pas nécessairement vocation à faire, par exemple, des appels publics, des appels à l'épargne publique, par exemple. Donc, c'est juste un exemple. Donc, il y a des choses que la Banque centrale dit, ça, c'est réservé à tel domaine. Et donc, en tant que fintech, quand vous voulez vous lancer dans ce domaine, vous vous dites, OK, la Banque centrale dit que pour faire ce truc réservé à tel domaine, il y a déjà ça comme critère d'éligibilité. Donc, c'est plus dans ce sens-là, mais elles ne dépendent pas des banques extérieures. Après, j'ai pris notre cas. Mais par exemple, si vous allez au niveau de l'Afrique de l'Est, ils sont très développés là-bas, le Kenya et autres. Eux, créer une fintech, il y a une licence qui est là-bas. Il y a un cadre juridique qui est clair. Il faut répondre à ce cadre juridique très clairement pour pouvoir la créer. Et c'est la même chose, je pense, en Afrique du Sud. Donc, par exemple, même la Banque centrale du Nigeria aussi a un cadre qu'il faut respecter pour pouvoir créer une fintech. Mais ce n'est pas encore le cas dans la zone UEMOA, ce n'est pas encore le cas dans la zone CFA avec la BCAO, qui est notre banque centrale. Mais on ne dépend pas nécessairement des acteurs extérieurs. Par exemple, nous, on a lancé depuis le Sénégal, il n'y a pas de fonds qui soit derrière nous, il n'y a pas une banque européenne cachée derrière Pedunia. Mais voilà, on ne dépend vraiment pas d'eux. Après, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez lancer et comment vous le faites. Mais il n'y a aucune relation de dépendance. D'accord, d'accord, très bien. Madame Ba, quel appel aujourd'hui pouvez-vous lancer en fait au FinTech pour pouvoir vulgariser cela sur l'étendue du continent africain? Bon, comme elle vient de le dire, hein, l'Afrique de l'Est est en avance dans bien des domaines en matière de FinTech par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été à différentes réunions et ça, nous avons constaté. C'est une réalité et les populations ont été sensibilisées de façon beaucoup plus large que chez nous. Au Kenya, par exemple, c'est devenu quelque chose de presque naturel pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut un tir groupé, comme je dis. Si chacun va de son côté, les populations vont être un peu plus dispersées aussi parce qu'ils ne comprennent pas. Chacun va dire je vais prendre celui-ci, je vais prendre, sans avoir vraiment les possibilités d'évaluer. Mais je pense que si nous arrivons à avoir des systèmes communs à convaincre les gens, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je l'ai dit tout à l'heure, en milieu rural, les institutions de microfinance quand même ont une grande longueur d'avance parce qu'ayant commencé très tôt à travailler avec ces personnes-là. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait apporter et qu'on pourrait échanger. Sinon, même ces institutions risquent d'aller créer leur propre système. Et donc, c'est dans l'intérêt de personne. Donc, je pense que vraiment le regroupement, le partenariat, c'est nécessaire et c'est indispensable. Moi, je le vois avec le peu d'instruments que nous avons créés. Si nous n'étions pas là, je ne dis pas qu'ils ne pourraient pas créer, mais il y a énormément de choses que nous avons pu faire rectifier parce que c'était par rapport à la réalité. Nous avons apporté une compétence dans notre domaine, ils ont apporté leurs compétences techniques et donc ça nous a permis d'avoir un produit qui est tout à fait intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ba. Alors, nous retenons qu'en Afrique, en matière de FinTech, il y a du travail qui a été déjà fait, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qu'il faut se rapprocher, il faut discuter pour pouvoir trouver des solutions adaptées à chaque pays. Merci vraiment à vous, mesdames, d'avoir répondu à cette invitation. Nous espérons que nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur Synapse TV. Alors, nous allons clôturer cette émission, mais avant, nous allons prendre le mot de la fin pour Madame Ba. Je remercie d'abord Synapse Center de nous avoir associés à cette discussion qui vient à son heure. Je pense que nous devons continuer ces échanges-là parce que c'est l'heure du temps hein, et nous avons besoin véritablement de nous renforcer en tant qu'entreprise africaine et pour le bien du continent et pour le bien des entrepreneurs de façon générale, particulièrement les jeunes entrepreneurs et les femmes.
C'est la cible qui me préoccupe le plus. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ba. Et vous, Madame Fall? Moi, mon mot de la fin, je dirais que ça va beaucoup plus être adressé aux entrepreneurs comme moi. Comme je le disais, il faut vraiment se lancer, donc ne pas s'arrêter à j'ai une idée. Et quand vous vous lancez, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes expérimentées comme Madame Ba pour vous mentorer, pour vous aider, pour vous accompagner et bien sûr partager leur expérience et leurs connaissances. Car on ne finit jamais d'apprendre et c'est en voyant par le réel besoin des personnes qui sont en contact avec le terrain qu'on arrive à trouver des solutions adéquates. Donc, mon mot de la fin serait, tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat numérique, digital. Pour ça, juste, il faut de la volonté, de la persévérance. Je le souhaite à tout le monde, mais je souhaite aussi qu'on ait l'humilité de se rapprocher des personnes qui peuvent nous accompagner et nous aider. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs qui nous suivez sur Synapse TV. On se dit à très bientôt pour de nouvelles éditions.